Alors, petit disclaimer, donc, on m'a contacté pour parler de la statistique de manière globale, mais je suis bien entendu pas statisticien. Je vais beaucoup plus parler en tant que quelqu'un qui a une certaine culture de la statistique. Et peut-être ça pourrait aider même les statisticiens qui vont suivre cette vidéo aussi à avoir un angle de vue légèrement différent en fait sur le domaine en question. La statistique est-elle une science? Alors non, au sens où quand on parle de science, ça veut dire qu'on s'intéresse au vivant, c'est-à-dire ce qui est matière, substance et organicité. Mais les statistiques, elles vont s'intéresser plus aux données en elles-mêmes, quoi. Elles ne sont pas censées surinterpréter. Elles vont juste parler des données. Et dans ce sens, la statistique se rapproche plus d'une méthode que d'une science. La p-value. Bon, la p-value, ça c'est un outil qui a été très critiqué déjà même par les statisticiens fréquentistes. Les statisticiens fréquentistes, ça veut dire c'est en fait ceux qui utilisent des outils comme la p-value justement. Parce qu'il y en avait un qui disait we should stop, on doit arrêter d'enseigner les statistiques fréquentistes aux non-statisticiens. Parce que la p-value, c'est un petit peu comme une potion magique qui, en fait, c'est une sorte de machine où tu entres tes données, entre guillemets, tu veux tester un truc, peut-être l'efficacité d'un médicament, je sais pas, on va dire ça. Et puis, voilà, tu mets ça dans la machine et la machine te dit le médicament est efficace ou pas. Voilà. Sauf que bon, on sait que c'est pas toujours aussi bien que ça. Donc, ça fait que souvent les p-values, bon, quand elles sont très mal utilisées, vont conduire à des trucs comme la richesse des Kardashians qui explique le PIB en Chine. Je crois que ça c'est une étude vraie d'ailleurs. Voilà. Donc qui a été publiée, Donc c'est un petit peu ça, la plus-value dans l'idée d'associer des probabilités de chance à des choses qu'on a envie de tester. Voilà. Donc, qu'est-ce qui différencie un ingénieur d'un chercheur en statistique? Bon, c'est pas les mêmes métiers. Celui qui est ingénieur de manière globale, même pas seulement en statistique, mais de manière globale, quelqu'un qui est ingénieur, c'est quelqu'un qui va travailler sur des problèmes précis, réplicables surtout, parce qu'il faut que ça puisse se faire plusieurs fois en utilisant des outils qui sont déjà connus. Donc il adapte en fait des méthodes déjà connues et très bien comprises et qu'on sait qui fonctionnent. Donc ça c'est un métier particulier qui demande des compétences particulières. Donc, quelqu'un qui est très bon en recherche ne sera pas forcément très bon en ingénierie, parce que voilà, il y a des trucs qu'il faut apprendre vite, certains trucs, il y a des trucs où on va utiliser juste une fois, il faut savoir bien adapter. Donc c'est des métiers qui sont totalement différents. Le chercheur lui va s'intéresser plus en fait au développement global de la connaissance, c'est-à-dire qu'on va chercher à repousser les limites de ce qui est connu jusqu'à voir ce qui peut être éventuellement applicable et qu'on va donc passer après dans les écoles d'ingénierie pour qu'ils puissent utiliser les trucs. Donc il y a beaucoup plus de déchets forcément du côté de ceux qui font de la recherche, parce que bon, c'est un petit peu sur tout et c'est très peu qui finalement est nécessaire, va être applicable, même si finalement ça va être plus rigoureux. Donc il y a des démonstrations qu'il faut faire, des trucs comme ça. On peut considérer peut-être que du point de vue du travail cognitif pur même, c'est peut-être légèrement complexe, c'est différent. Quelqu'un qui doit maîtriser un logiciel par exemple en 2 nuits, c'est pas du tout les mêmes choses, c'est pas les mêmes registres. Voilà. Data scientist et statisticien, quelle différence? Bon, data scientist et statisticien, c'est aussi des métiers qui sont différents. Dans le data scientist, lui va s'intéresser aux données, mais du point de vue de beaucoup plus, j'ai envie de dire, bon, de ce que moi j'ai pu
voir jusque-là et des formations que j'ai déjà eu à faire, c'est comme si c'est plus prédictif au final quand même. Mais prédictif, je précise quand même, mais parce que je disais tout à l'heure que les modèles prédictifs, voilà, c'est pas forcément le top. Il faut préciser que c'est quand je dis ça, ce que je veux dire par là, c'est pour des problèmes qui sont entre guillemets politiques, quoi. Lorsque on commence à s'intéresser à des gens, à une nation, à des trucs comme ça, là c'est le cas. Mais pour des phénomènes qui sont que Nassim Taleb aurait appelé de l'ordre du médiocristan, c'est généralement des phénomènes qui sont relativement naturels, donc qui suivent une courbe en cloche là. On a ça par exemple, la pyramide des âges, ça c'est super intéressant, dont les prévisions marchent relativement bien pour ça. C'est lorsque on travaille avec eux, ce qu'il y a des événements rares, là, des signes noirs. C'est là-dedans justement, et là où on a besoin d'une réponse ultra cadrée. Parce que si vous regardez ceux qui font les assurances par exemple, ils n'ont pas besoin que leur modèle prédictif marche à 100%. Voilà, mais si ça marche à, on va dire, 95%, globalement ils sont dans la marge. Par contre, si vous faites un plan de développement et qu'il y a le moindre petit truc qui vient casser ça, ça va casser tout le truc, et à la télé on va dire que votre truc ne marche pas, vous êtes des incompétents, etc. Alors que c'est pas la faute des gens qui vont faire des modèles, c'est juste que bon, les imprévus, ça fait partie des seules choses prévisibles de notre monde. Voilà. Donc les data scientists, ils vont travailler donc sur globalement des grosses données, donc où on ne cherche pas forcément à interpréter des trucs, on cherche à faire plusieurs trucs. Donc, ça peut être quand on est bon, utiliser quelques mots techniques, on a un mode non supervisé, la création des groupes là, donc dans les groupes sociaux, ce qui fait que par exemple on va vous proposer sur certains réseaux sociaux certains amis que vous avez probablement, voilà, donc ça c'est une technique d'intelligence artificielle. Ça peut être aussi pour proposer directement des produits particuliers. Voilà, donc ça c'est un petit peu ça les sciences de données. Les statisticiens, on en a déjà parlé. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre la démarche statistique classique et la démarche statistique actuelle? Donc déjà, je ne sais pas ce que c'est la démarche statistique classique. L'une des premières références historiques dont je me souviens tout de suite de l'utilisation des statistiques, donc on peut dire peut-être moderne, c'était lors des tests d'intelligence. Donc on s'intéressait de savoir si la notion d'intelligence pouvait être quantifiée. Donc l'idée, ce qui avait été fait, c'est qu'on prend des étudiants d'une classe, on regarde les notes, on met ça dans un tableau, on trace des graphes. Et ce qu'on a remarqué justement, c'est que les notes avec des liens entre eux, c'est-à-dire que globalement, les étudiants qui vont être bons en maths, ils vont avoir tendance à être bons aussi en physique, ils vont avoir tendance à être bons aussi en anglais, ils vont avoir tendance à être bons aussi en français, etc. Et donc ça en fait ce qu'on appelle des corrélations aujourd'hui, c'est vraiment des corrélations, donc on fait des modèles linéaires là, et on voit qu'il y a un facteur qui semble sortir, quoi, qui semble expliquer entre guillemets ce qui fait que quelqu'un est bon à l'école. C'est ce qu'on appelle le facteur G, ce qui a donné lieu même d'ailleurs plus tard au quotient intellectuel. Donc ça c'était une des premières utilisations dont je me souviens historiquement des statistiques qu'on peut dire modernes peut-être. Et donc bon, je sais pas comment les statistiques étaient faites nécessairement avant, mais c'est vrai que la façon dont certains stats sont utilisés aujourd'hui, je trouvais ça même un peu obscène peut-être de temps en temps. Donc peut-être comme on peut dire avant c'était mieux, même si c'est pas ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc, lien entre probabilité, théorie des probabilités et statistiques. Bon, c'est vrai que les statistiques utilisent souvent les théories des probabilités pour certains trucs. Déjà, par exemple, pour tout ce qui est intervalle de confiance, là, généralement, on utilise même tout ce qui est test d'hypothèse, on utilise les probabilités
essayer d'associer des chances de faire certains tests. D'ailleurs, bon, je ne sais pas trop pourquoi le test est considéré souvent plus dans l'école statistique. On peut mettre aussi dans l'école statistique parce que quelque part, une manipulation des données, des observations qui est intéressante là-dedans. Donc ça, c'est un petit peu le lien que je vois, mais c'est mieux de poser la question à un vrai statisticien ou un vrai probabiliste qui rentre un peu plus en détail là-dedans. Il n'y a pas vraiment de prérequis mathématiques qu'on peut dire vraiment rigoureux pour pouvoir faire statistique, puisque on peut apprendre sur le tas. Mais par contre, bon, des trucs qu'on ne peut pas apprendre sur le tas, forcément, c'est comment apprendre vite un logiciel. Comment apprendre, je sais pas, SAS ou bien R en 2 nuits, ou bien un nouveau logiciel, voilà, parce qu'il y a un projet qu'il faut rendre là, des compétences qu'il faut développer sur le tas, et peut-être même être un peu né avec l'idée de travailler vite sous pression, ce genre de trucs là rapidement. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Si les statisticiens tombent sur cette vidéo aussi, bon, j'espère qu'ils vont corriger les éventuelles bêtises que j'ai lâchées à gauche, à droite là. Donc merci et salut.